Bienvenue à vous dans ce 12h30 et vous santé. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la maladie de Charcot. Avec nous, le docteur Alexandre Dean, spécialiste en médecine physique et réadaptation à la clinique des Tamarins-Ouest. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La maladie de Charcot est aussi appelée la sclérose latérale amyotrophique. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en effet, on appelle ça la sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie qui est neurodégénérative, qui va être évolutive et qui touche les neurones moteurs sur une période de 3 à 5 ans, avec une évolution qui est donc péjorative, mortelle, d'ici 3 à 5 ans à peu près. À ne pas confondre avec la sclérose en plaques, c'est une autre maladie. Non, tout à fait, il y a souvent la confusion. On utilise désormais beaucoup le terme de sclérose latérale amyotrophique, de SLA, mais il ne faut pas la confondre avec la sclérose en plaques. C'est une autre maladie neurologique qui est différente, complètement différente. Quels sont les signes d'alerte du début de cette maladie de Charcot? Alors, c'est une maladie qui peut débuter, qui va débuter souvent par une paralysie progressive d'un ou de plusieurs membres, qui peut aussi débuter par des atteintes plus hautes, des atteintes respiratoires et des atteintes de la déglutition. C'est une maladie qui touche la motricité volontaire, donc les membres ou les muscles respiratoires ou la déglutition, et aussi peuvent amener un défaut de dysarthrie, c'est-à-dire un défaut de parole, un discours qui est difficile à comprendre. Donc une maladie évolutive de mois en mois. Y a-t-il des facteurs de risque qui provoquent cela? Il y a un facteur identifié dans certaines formes. 10% des maladies sont des formes génétiques qui se transmettent familialement. Le reste des cas on ne connaît pas la cause, on n'a pas encore eu des études suffisantes pour trouver l'étiologie. Une question qui nous arrive au 30-30. Comment faire accepter une personne atteinte de la maladie Charcot une prise en charge palliative? Est-ce que c'est une des solutions? Alors, la maladie de Charcot, en effet, va être évolutive. La SLA va être évolutive sur plusieurs années, mais elle est toujours mortelle, toujours fatale. On aboutit toujours au décès du patient, en moyenne 3 à 5 ans après l'annonce du diagnostic. Donc, c'est-à-dire que là, vous parlez de l'espérance de vie. L'espérance de vie, tout à fait. Très bien. Donc, dans ce cadre-là, en effet, les soins palliatifs, à un moment donné dans l'évolution de la maladie, vont être nécessaires. Il va falloir faire appel à ces professionnels-là pour prendre en charge le patient. Avant tout, malgré tout, ce n'est pas parce qu'on fait le diagnostic de la maladie de la SLA, de la maladie de Charcot, que tout s'arrête, que le patient n'est plus suivi. Il y a tout un suivi pluridisciplinaire à mettre en place. Quel est-il? Alors, il est multiple. On va d'abord faire appel au neurologue, qui est le médecin qui pose le diagnostic. On a sur La Réunion un centre de référence qui est au CHU Sud, avec les équipes du docteur Schumer. Ensuite, on fait appel aussi au pneumologue, parce que, comme je vous le disais, ça donne des atteintes respiratoires avec une faiblesse respiratoire progressive. Et après, va se mettre en place les équipes de rééducation pluridisciplinaires, nous, médecins rééducateurs, avec les équipes comme les ergothérapeutes, les orthophonistes, le kinésithérapeute. Et aussi, un point important, c'est l'accompagnement psychologique et social de ces patients. Vous parlez de l'accompagnement psychologique. Quel est le conseil pour l'entourage familial du patient? Alors, le conseil, c'est d'être suivi, accompagné aussi. C'est une maladie qui est donc sévère, grave, et qui va être très difficile d'affronter seul. Donc, dans ce cadre-là, il existe des associations de patients. Il y a actuellement l'ARSLA, l'association de recherche pour la SLA, qui a une antenne à La Réunion. Leur rôle premier, c'est d'accompagner les patients, de leur donner des aides à la fois humaines, une écoute, d'accompagner aussi sur le plan technique. Ils peuvent prêter du matériel quand le matériel n'arrive pas assez tôt, par exemple, quand il y a des démarches trop longues. Vous parlez de matériel, pardonnez-moi. Oui. De quel type de matériel s'agit-il? Alors, le matériel, c'est une maladie qui va paralyser les gens. Donc, en premier lieu, ça va être du matériel d'un fauteuil roulant, un fauteuil roulant électrique, par exemple. Ensuite, on aboutit aussi à des aides à la communication. La parole devient très difficile, voire inintelligible. Et donc, on fait appel à des tablettes où le patient peut communiquer via un suivi oculaire. C'est des choses qui existent, qui coûtent cher et qui, en plus, peuvent mettre du temps à arriver par le biais normal. Donc, c'est pour ça que l'association de patients, par exemple, peut être très efficace là-dessus. Donc, l'association qui fait l'intermédiaire, y a-t-il un lien, un site internet sur lequel on peut trouver toutes ces réponses, toutes ces solutions? Oui, donc cette fameuse association, la RSLA, qui a une antenne locale. Le site internet, c'est www.arsla.org. Il y a des éléments d'information sur la pathologie en elle-même et aussi permettre de faire du lien d'un point de vue logistique, de savoir où sont les centres de référence, qui peut nous aider, vers quel médecin ou quelle équipe
se tourner. Alors, vous avez parlé donc de cette maladie, donc on ne peut pas la guérir, mais il existe-t-il, en dehors de l'accompagnement que vous avez cité, des traitements pour ralentir l'avancée de cette maladie? Oui, actuellement, il y a un traitement qui est utilisé, qui est le Rilutec, qui est un traitement qui ralentit l'évolution, mais qui ne fait que ralentir, qui fait gagner quelques mois d'espérance de vie. Pour autant, il y a aujourd'hui des études qui sont en phase 2, en phase 3, c'est-à-dire bien avancées dans le processus de fabrication du médicament et qui sont en cours en Europe, aux États-Unis. Pour le moment, il n'y a pas de mise sur le marché par contre, mais il y a de l'espoir. Et il y a aussi un espoir sur les formes génétiques, donc les formes identifiées génétiques avec les thérapies génétiques. Mais voilà, c'est encore au projet d'étude, mais ça avance. Donc encore des avancées scientifiques à faire sur ce point-là. Beaucoup d'avancées scientifiques, mais aussi beaucoup d'accompagnement au final et beaucoup d'amélioration dans les réseaux de soins qu'on peut mettre en place pour pouvoir coller à toutes les demandes de chaque patient de façon individuelle. Et ça, c'est un point important. Une dernière question. Dès les premiers signes d'apparition des symptômes, lorsque l'entourage le perçoit chez la personne malade, vers qui se tourner avant d'arriver dans tout ce parcours de santé ? En premier lieu, au moindre doute, il faut consulter son médecin traitant. C'est d'abord la première chose à faire. Si cliniquement, lui, a un doute, s'il y a des choses qui peuvent le faire douter, il va orienter le patient vers un neurologue. Et après, là, il y a une série d'examens complémentaires qui vont permettre de pouvoir poser le diagnostic, d'éliminer aussi les diagnostics différentiels des autres maladies possibles. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Alexandre Dine, pour votre éclairage sur cette maladie de Charcot. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine physique et réadaptation à la clinique des Tamarins-Ouest. À bientôt. Demain, dans le 12h30 et vous, Nature, nous parlerons apiculture. Comment installer une ruche